Élisabeth Fontaine avait 67 ans lorsque Mathis Duval se présenta à sa galerie d'art à Aix-en-Provence, feignant de s'intéresser à une exposition de peintures expressionnistes qu'elle organisait. Ce qui l'intrigua d'abord, ce ne fut ni sa jeunesse surprenante, ni sa compréhension apparente d'un art que la plupart des visiteurs ne faisaient que feindre d'apprécier, mais une question précise qu'il lui posa au sujet de son défunt mari. « J'ai entendu dire que votre mari, Monsieur Fontaine, était un grand mécène des arts avant son décès. C'est sans doute là qu'il a développé son goût raffiné. » La question paraissait innocente, mais quelque chose dans son ton, dans la façon dont il observait sa réaction avec une attention quasi journalistique, éveilla légèrement ses soupçons. Élisabeth ignorait encore que Mathis était un journaliste d'investigation depuis 22 ans, travaillant sur des révélations concernant la corruption politique de son défunt mari, que sa démarche était calculée pour gagner sa confiance et accéder à des documents privés, que chaque mot qu'il prononcerait pourrait potentiellement être utilisé dans un article qui anéantirait l'héritage qu'elle avait protégé pendant 10 ans. Mathis ignorait que cette élégante femme de 67 ans, vêtue d'une robe de lin impeccable et dont le regard, empreint d'histoire, restait empreint de douceur, le pousserait à remettre en question tous ses principes journalistiques, qu'il tomberait si profondément amoureux que la vérité qu'il était venu chercher deviendrait celle qui le détruirait. Tous deux entrèrent à cette rencontre avec des secrets. Tous deux en ressortiraient, le cœur brisé, lorsque la vérité éclaterait enfin. Élisabeth était une femme qui avait bâti une vie d'une grande richesse culturelle sur un secret qu'elle portait comme une croix. Lourd, constant, déterminant chacune de ses décisions pendant une décennie. Propriétaire et conservatrice de la Galerie Fontaine, l'une des galeries d'art contemporain les plus réputées d'Aix-en-Provence, elle s'était forgée, 20 ans après l'ouverture de la galerie, une réputation d'excellente flair pour les jeunes talents, d'organisatrice d'expositions alliant accessibilité commerciale et intégrité artistique, et de mécène généreuse envers les jeunes artistes en quête de leur première opportunité. La galerie occupait un magnifique bâtiment historique au cœur d'Aix, 3 étages d'espace d'exposition baignés de lumière provençale, son bureau privé au dernier étage, regorgeant de livres d'art et d'archives méticuleuses de chacune de ses expositions. À 67 ans, Élisabeth incarnait l'élégance parisienne transposée en Provence. Des cheveux argentés coiffés d'une élégante coupe mi-longue, un visage marqué par des décennies d'observation attentive de l'art, mais aussi par des sourires sincères adressés aux artistes nerveux, des yeux gris-bleu capables d'évaluer la qualité d'un tableau en un instant, mais aussi de déceler la souffrance dissimulée chez une personne. Elle portait des vêtements de créateurs français au ton neutre et raffiné, robe en lin l'été, tailleur en laine l'hiver, toujours agrémentée de son foulard en soie fétiche et de bijoux simples mais précieux. Elle dégageait une grâce naturelle, fruit d'une confiance en soi soigneusement cultivée depuis des décennies. Veuve depuis 10 ans, suite au décès de Philippe Fontaine, homme politique influent qui avait été député à l'Assemblée nationale pendant 20 ans avant de succomber à une crise cardiaque à 72 ans, elle en avait 57, Élisabeth avait 2 enfants adultes, Olivier, 43 ans, avocat à Paris, et Sandrine, 40 ans, professeure d'université à Lyon. Sa relation avec ses enfants était cordiale mais distante. Tous deux avaient grandi avec un père politique perpétuellement absent et une mère soucieuse de construire sa propre carrière et de se forger une identité au-delà de celle d'épouse de député. Ils la respectaient mais n'étaient pas proches d'elle et tous deux avaient désormais fondé leur propre famille qui accaparait toute leur attention. Le secret qu'Élisabeth avait gardé pendant 10 ans, depuis la mort de Philippe, était la vérité sur la fortune qui lui avait permis d'ouvrir sa galerie. Elle ne provenait ni d'un héritage légitime, ni d'une réussite commerciale, comme tout le monde le supposait, mais de décennies de corruption. Philippe avait accepté des pots de vin d'entreprises de construction en échange de son influence sur les marchés publics, du détournement de fonds de campagne politique et de l'abus de sa position pour s'enrichir illégalement.
Élisabeth ne découvrit la vérité qu'après la mort de Philippe, lorsque son avocat, en qui elle avait toute confiance, révéla l'existence de comptes offshore, de transactions juridiquement inexplicables et d'une fortune bâtie sur la corruption. Confrontée à un choix impossible il y a 10 ans, Élisabeth a pris une décision qui la hante depuis, garder le silence. Non pas pour protéger Philippe, qui avait abusé de sa confiance, mais pour protéger ses enfants d'un scandale qui aurait terni la mémoire de leur père, pour préserver sa propre réputation, bâtie pendant des décennies, pour protéger des dizaines d'artistes dont elle avait lancé la carrière grâce à de l'argent sale. Alors, elle a étouffé l'affaire, transféré discrètement des fonds sur des comptes propres et vécu pendant des décennies avec le poids d'une complicité silencieuse. Mais ce secret avait un prix. Élisabeth vivait dans la crainte constante d'être découverte, évitait soigneusement l'attention des médias et maintenait une distance émotionnelle avec tous, car une véritable intimité aurait signifié le risque d'être démasquée. À 67 ans, elle menait une vie d'une beauté extérieure éclatante, mais d'une solitude intérieure profonde, entourée d'art, mais isolée de tout contact humain authentique. Et une part d'elle-même, celle qu'elle dissimulait au plus profond d'elle-même, aspirait à la confession, à ce que quelqu'un connaisse toute la vérité sur elle et ne prenne pas la fuite, horrifiée. Mathis Duval avait 22 ans lorsqu'il reçut, par une source anonyme, un tuyau sur la corruption de Philippe Fontaine. Les documents, envoyés par courriel, comprenaient des copies de virements bancaires, des notes internes d'une entreprise de construction mentionnant une rémunération spéciale pour PF et des procès-verbaux de vote à l'Assemblée nationale systématiquement alignés sur les intérêts d'entreprises ayant versé des millions. Jeune journaliste d'investigation au Monde, poste qu'il avait décroché seulement 8 mois auparavant après un stage exceptionnel, Mathis y vit une opportunité. Exposer la corruption politique d'un député décédé des décennies plus tôt, révéler comment le système permettait un enrichissement illégal, pouvait être le scoop qui allait marquer sa carrière. Grand et mince, animé de l'énergie nerveuse d'un jeune homme ambitieux, brûlant de faire ses preuves, les cheveux châtains foncés toujours légèrement ébouriffés, car il oubliait de les coiffer lorsqu'il était concentré sur son travail, les yeux bruns derrière des lunettes à monture fine, observait tout avec l'attention d'un reporter, toujours à l'affût d'un scoop, une expression sérieuse qui lui donnait plus de 22 ans. Il portait les vêtements d'un jeune journaliste, essayant d'avoir l'air professionnel avec un budget limité. Des blazers en tweed achetés dans une friperie, des chemises à boutons légèrement froissées, un jean foncé, un sac à dos en cuir usé rempli de carnets et d'un ordinateur portable. Il y avait en lui un idéalisme mêlé d'ambition. Il croyait sincèrement au journalisme comme outil de justice sociale, mais il aspirait aussi désespérément à la reconnaissance professionnelle. L'histoire personnelle de Mathis est celle d'un homme issu d'un milieu ouvrier qui a réussi grâce à son seul mérite. Élevé à Clichy-sous-Bois, banlieue parisienne réputée pour sa pauvreté et ses tensions sociales, par sa mère célibataire, Yasmine, qui cumulait plusieurs emplois de femme de ménage, il fut le premier de sa famille à obtenir un baccalauréat et a fortiori l'université. Grâce à ses excellents résultats scolaires et à sa détermination sans faille à échapper à sa condition, il décrocha une bourse complète pour Sciences Po. Il y étudia le journalisme politique, sortit major de sa promotion à 21 ans et obtint un poste très convoité au journal Le Monde. Mais Mathis nourrissait une profonde rancœur. Une colère face aux inégalités qu'il avait rongées toute sa vie, face à la façon dont l'élite politique s'enrichissait pendant que sa mère nettoyait leurs toilettes, face à un système qui favorisait les privilégiés au détriment des pauvres. Philippe Fontaine incarnait tout ce que Mathis abhorrait, un politicien corrompu qui volait le peuple tout en prêchant le service public, une élite vivant dans un luxe douteux. Et Élisabeth, sa veuve qui vivait de sa fortune, était complice par association. Les dénoncer tous deux serait non seulement du journalisme, mais un acte de justice. La stratégie de Mathis était méticuleuse. Il ne pouvait se contenter de publier des documents divulgués sans vérification.
Il lui fallait des preuves supplémentaires, du contexte, la confirmation que les virements bancaires étaient bien des pots de vin et non des transactions légitimes mal documentées. Et le meilleur moyen d'obtenir ces preuves était de passer par Élisabeth. S'il parvenait à gagner sa confiance, à obtenir l'accès à son domicile, elle posséderait peut-être des documents supplémentaires, les papiers personnels de Philippe, quelque chose qui confirmerait définitivement son histoire. Matisse mena donc des recherches approfondies sur Élisabeth. Il se renseigna sur les galeries d'art, sa réputation de conservatrice et son intérêt particulier pour l'expressionnisme. Il se forgea l'identité d'un étudiant en histoire de l'art de la Sorbonne, travaillant sur une thèse consacrée au mécénat artistique en Provence. Une couverture qui lui permettrait d'aborder naturellement le sujet de Philippe et d'établir une relation lui donnant accès à des informations confidentielles. C'était un calcul froid, utiliser une personne âgée pour obtenir des renseignements professionnels. La première rencontre à la galerie fut une véritable mise en scène de Matisse. Il avait étudié les artistes de l'exposition au préalable, mémorisé des critiques et préparé des observations pertinentes qui le feraient passer pour un véritable connaisseur. Et cela fonctionna à merveille. Élisabeth, habituée aux visiteurs qui feignaient de comprendre l'art, fut agréablement surprise par ce jeune homme qui possédait manifestement un savoir authentique. Ils discutèrent pendant 40 minutes d'expressionnisme, de la manière dont l'émotion pouvait être saisie par la couleur et la forme, et d'artistes spécifiques de l'exposition. Lorsque Matisse mentionna Philippe, l'air de rien, Élisabeth répondit avec prudence mais politesse. Oui, son mari avait été mécène, amateur de culture, et lui avait légué des fonds qui lui avaient permis d'ouvrir une galerie après sa mort. C'était une histoire qu'elle avait racontée des centaines de fois, peaufinée jusqu'à lui paraître naturelle. Matisse remarqua une légère hésitation lorsqu'elle évoqua la provenance des fonds, une micro-expression qu'un journaliste aguerri aurait décryptée. Elle dissimulait quelque chose, et il sut qu'il était sur la bonne voie. Pendant les semaines qui suivirent, Matisse fréquenta régulièrement la galerie, toujours sous prétexte de recherche pour sa thèse, posant toujours des questions pertinentes sur l'art, tissant peu à peu des liens avec Élisabeth. Il se montrait charmant, mais d'une manière calculée, respectueux sans être obséquieux, intellectuellement intéressé mais désireux d'apprendre d'elle, partageant des détails personnels soigneusement choisis, des vérités sur ses origines modestes, sa mère, femme de ménage, mais en omettant tout journalisme, qui le rendait vulnérable et digne de confiance. Élisabeth, se sentant seule après une décennie d'isolement affectif, attendait avec impatience ses visites. Matisse était intelligent, passionné d'art, et posait des questions qui la stimulaient intellectuellement, comme personne ne l'avait fait depuis des années. Et il y avait plus encore, il lui redonnait un sentiment de jeunesse, non pas physique, mais intellectuel. Leur conversation était vivifiante, elle pensait à lui entre ses visites et se mit même à soigner particulièrement sa tenue les jours où elle savait qu'elle allait le voir. Le passage du professionnel au personnel s'est amorcé lorsque Matisse, après 6 semaines de visites régulières, lui a demandé une faveur. Pouvait-il l'interviewer officiellement pour sa thèse sur la manière dont les veuves de personnalités publiques utilisèrent leur héritage pour soutenir la culture? C'était un prétexte évident, mais Élisabeth, désireuse de passer plus de temps avec lui, a accepté. Elle l'a invité à dîner chez elle, dans une magnifique villa perchée sur les hauteurs d'Aix, où ils pourraient s'entretenir plus intimement. Le dîner fut un tournant pour tous les deux. Matisse arriva avec un magnétophone, un accessoire pour alimenter son reportage. Mais au fil de la soirée, il se désintéressa de sa mission journalistique et s'intéressa davantage à Élisabeth en tant que personne. Elle avait préparé un somptueux repas provençal, tapenade, bouillabaisse, tarte tatin, vins locaux, et ils parlèrent pendant des heures, non seulement d'art, mais de tout. Son enfance parisienne, ses ambitions journalistiques, une vérité qui lui avait échappé par inadvertance, sa solitude après Philippe, son combat contre les inégalités. Et puis, il y eut ce moment tard dans la nuit, alors qu'ils avaient peut-être tous deux un peu trop bu, où Matisse regarda Élisabeth
éclairée par les bougies, et vit non pas une cible journalistique, mais une femme, intelligente, drôle, avec un humour pince sans rire, d'une solitude qui faisait écho à la sienne, belle non pas malgré son âge, mais grâce à une vie pleinement vécue. Et il ressentit quelque chose d'inattendu, de l'attirance. Pas seulement intellectuelle, mais authentique, complexe et totalement déplacée. Élisabeth sentit elle aussi un changement. Le regard que Matisse posait sur elle, l'intensité de son attention, l'instant où sa main effleura la sienne alors qu'elle lui tendait une assiette, et l'électricité qui les parcourut, et pour la première fois en 10 ans, elle éprouva du désir. Non pas une simple solitude à combler, mais une attirance particulière pour ce jeune homme de 22 ans, qui la voyait comme personne ne l'avait fait depuis 10 ans. Mais tous deux se rétractèrent ce soir-là. Matisse, car il était là sous de faux prétextes, et que toute attirance aurait compromis son objectivité journalistique. Élisabeth, car une différence d'âge de 45 ans était absurde, et il ne ressentait probablement rien de plus que de la politesse envers une femme plus âgée. Ils se remercièrent donc formellement, et Matisse partit en promettant de revenir pour un entretien ultérieur. Au cours des semaines suivantes, Leur relation s'est approfondie au fil de rencontres de plus en plus fréquentes. Déjeuner au café préféré d'Élisabeth, promenade sur les marchés d'Aix, voire excursion à Marseille pour visiter une exposition. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, entre prétexte journalistique et véritable connexion, s'est alors complètement estompée pour tous deux. Matisse était en proie à un conflit intérieur. Il aurait dû se concentrer sur la recherche de preuves de la corruption de Philippe, sur l'accès aux documents privés, sur la confirmation des faits. Mais il se surprenait à oublier complètement sa mission, ne désirant qu'une chose: passer du temps avec Élisabeth, écouter ses histoires, la faire rire, et la culpabilité commençait à le ronger. Il la trompait, l'utilisait sous de faux prétextes, la préparant à une trahison qui la détruirait à la publication de l'article. Élisabeth éprouva aussi des sentiments qu'elle réprimait. De l'admiration pour l'intelligence de Matisse, une attirance pour sa passion pour la justice. Ironique, compte tenu de son secret. Et oui, une attirance physique qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Mais elle se disait que c'était ridicule. Elle avait 67 ans, il en avait 22. Il ne la voyait manifestement que comme une mentor ou une source de recherche. Et toute attirance qu'elle pouvait ressentir n'était qu'une projection de sa solitude. Le moment où la tentation s'est muée en acte s'est produit lors d'un orage d'été, 3 mois après leur rencontre. Matisse dînait à la villa d'Élisabeth lorsqu'un violent orage a éclaté. Le tonnerre faisait trembler les murs, la pluie tambourinait sur le toit, des disjonctions éclataient. Ils ont allumé des bougies, ouvert une bouteille de vin, et dans l'atmosphère intime créée par l'orage et l'obscurité, ils ont cédé à la tentation. Élisabeth a avoué: « Tu sais que je pense constamment à toi, que j'attends tes visites comme une adolescente qui attend son coup de cœur. C'est pathétique à mon âge, mais c'est vrai. » Matisse, abasourdi par cette confession: « Ce n'est pas pathétique. Parce que je pense à toi aussi, et je sais que c'est impossible. Différence d'âge, différence d'expérience, tu ne me vois sans doute que comme une étudiante agaçante. Mais je n'y peux rien, Élisabeth. Je ne te vois pas comme un étudiant agaçant. Je vois un homme extraordinaire qui me fait me sentir vivante pour la première fois depuis 10 ans. Mais Matisse, tu as 22 ans, toute la vie est devant toi. Pourquoi perdre ton temps avec une femme de 67 ans ? Matisse, parce que tu es la personne la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée. Parce que nos conversations sont plus stimulantes que tout le reste. Parce que quand je te regarde, je ne vois pas des chiffres, mais une personne que j'ai envie de connaître profondément. » Ils s'embrassèrent ce soir-là, d'abord avec hésitation, puis avec une intensité née de mois de déni. Et ils firent l'amour pour la première fois, une expérience complexe pour tous deux. Élisabeth, profondément complexée par son corps vieillissant, Matisse, conscient de son inexpérience relative et de l'immense trahison qu'il commettait en acceptant l'intimité tout en dissimulant sa véritable identité. Mais le lien émotionnel était réel et profond, transcendant les complications.
Après cette nuit-là, leur relation devint officiellement amoureuse. Ils la gardèrent secrète au début. Matisse n'en parla pas à ses collègues du Monde, car il ne voulait pas juger sa relation avec une femme de 67 ans, et Élisabeth ne mentionna pas avoir d'enfant pour éviter les complications. Pendant 3 mois, ils vécurent comme dans une bulle, dîners, escapades de week-end, Matisse installant peu à peu ses affaires dans sa villa, construisant ainsi la vie de couple dont ils rêvaient, tous deux. Mais Matisse était rongé par la culpabilité. Chaque jour qui passait sans révéler la vérité était une trahison plus profonde. Il aimait sincèrement Élisabeth à présent. Ce qui avait commencé comme un calcul s'était mué en un lien plus profond dans sa vie. Mais cet amour était dissimulé sous de faux prétextes, et son secret était une bombe à retardement. Il tenta à maintes reprises d'entamer la conversation. « Élisabeth, il faut que je te dise quelque chose. » Mais il perdait toujours son courage, en voyant la vulnérabilité dans ses yeux, en réalisant que cette révélation détruirait non seulement leur relation, mais aussi elle. Matisse cessa son enquête. Il ne contacta pas la source anonyme qui avait fourni les premiers documents. Il ne chercha pas d'autres preuves. Il abandonna tout simplement l'affaire. Il se disait qu'il ne voulait pas blesser Élisabeth, mais en réalité, il ne voulait pas la perdre. Et si l'article n'était jamais publié, personne ne connaîtrait le secret de Philippe. Et il pourrait maintenir une relation fondée sur des mensonges, mais emplie d'un amour véritable. Mais la vérité finit toujours par éclater. 5 mois après le début de leur relation, une source anonyme recontacta Matisse. « Pourquoi avez-vous interrompu l'enquête ? J'ai d'autres documents. La preuve irréfutable que Fontaine a détourné des millions, et la preuve que sa femme était au courant, c'est une complice. Si vous ne publiez pas ceci, je le dirai à un autre journaliste. » Matisse paniqua. Non seulement son secret allait être révélé, mais il existait aussi des preuves qu'Élisabeth était au courant de la corruption. Il l'avait crue victime innocente d'un mari corrompu. Et si elle savait? Pendant le dîner, Matisse aborda Élisabeth avec précaution. « Tu savais? Pour l'argent de Philippe? D'où venait-il vraiment ?» Élisabeth se figea. La question qu'elle redoutait depuis des décennies était enfin posée. Et elle venait de quelqu'un qu'elle aimait. Elle aurait pu mentir, maintenir une façade. Mais l'épuisement de 10 ans de secret et l'amour naissant qu'elle éprouvait pour Matisse la poussèrent à choisir la vérité. Oui, je l'ai découvert après sa mort. Cet argent provenait de la corruption, des pots de vin, des détournements de fonds, des décennies de vols aux dépens du public. Et je ne l'ai rien dit. J'ai protégé son héritage pour protéger ses enfants, pour me protéger moi-même, pour protéger tous ceux qui avaient bâti leur vie sur de l'argent mal acquis. Matisse sentit son monde s'écrouler. La femme qu'il aimait n'était pas une victime, mais une complice. Et il était journaliste, sa vocation étant précisément de dénoncer ce genre de corruption. Il dit lentement « Vous savez ce que je suis, n'est-ce pas? Pas étudiant en histoire de l'art ?» Élisabeth perplexe. « Que voulez-vous dire ?» Matisse avoua tout, qu'il était journaliste d'investigation, qu'il l'avait approché sous de faux prétextes enquêtant sur Philippe, que chaque conversation initiale avait été une manipulation, qu'il possédait des documents prouvant sa corruption et que sa source détenait désormais des preuves de sa complicité. Le silence était total. Puis Élisabeth murmura « Alors tout était mensonge, du début à la fin ?» Matisse désespéré « Au début, oui, mais ensuite, je suis vraiment tombé amoureux. Élisabeth, je t'aime, et je ne veux pas publier cette histoire. Je ne veux pas te détruire. Élisabeth, mais tu le feras, n'est-ce pas? Parce que c'est ton travail, et parce que maintenant tu sais que non seulement Philippe était corrompu, mais que je suis complice. Donc, une double histoire. Un politicien corrompu mort et une veuve qui a couvert la situation pendant 10 ans. Matisse, je ne le publierai pas. Je te choisis toi plutôt que ma carrière. Élisabeth secoua la tête. Mais une source a déjà dit qu'elle en parlerait à un autre journaliste. L'histoire finira donc par sortir. Et quand ce sera le cas, tout le monde saura que tu avais une relation avec moi pendant l'enquête. Ta réputation journalistique sera ruinée. On dira que tu as été compromis,
que tu as perdu toute objectivité, que tu as choisi l'amour plutôt que la vérité. La carrière que tu as si durement construite sera brisée. Mathis resta sans voix, car elle avait raison. Élisabeth poursuivit. Les enfants découvriront que leur père était corrompu et que leur mère était au courant. L'héritage que j'ai protégé pendant 10 ans sera anéanti. Les artistes que j'ai aidés découvriront que l'argent qui a lancé leur carrière provenait de vols. Tout s'écroule. Un long silence suivit. Puis Élisabeth déclara « Je dois donc dire la vérité avant d'être démasquée. Maîtrisez le récit. Vous devez m'interviewer officiellement, recueillir mon témoignage et le publier en respectant l'intégrité journalistique. C'est le seul moyen de sauver votre carrière. » Mathis protesta. « Je ne peux pas écrire une histoire qui vous détruira. » Élisabeth, vous le pouvez et vous le devez, car je suis né dans la classe ouvrière, comme vous. Ma mère était couturière, mon père chauffeur de bus. J'ai épousé Philippe à 23 ans, alors qu'il n'était qu'un professeur ambitieux. J'ai gravi les échelons politiques avec lui. Et lorsque j'ai découvert la corruption posthume, j'ai préféré la protection à la justice. J'ai choisi de vivre dans un luxe souillé. Je mérite d'être mise au jour, et mon histoire mérite d'être racontée. Pendant les semaines qui suivirent, Élisabeth et Mathis vécurent dans une tension insoutenable, s'aimant tout en préparant une révélation qui la détruirait. Élisabeth donna à Mathis un accès total, documents qu'elle avait dissimulés pendant des décennies, comptes offshore, notes compromettantes, tout. Et elle dit toute la vérité. Comment Philippe avait commencé par accepter de petits cadeaux, comment cela avait dégénéré en pot de vin massif, comment elle l'avait confronté et comment il l'avait convaincu que tous les politiciens agissaient de la sorte, comment elle était peu à peu devenue complice par son silence. Mathis a écrit le récit le plus poignant de sa carrière, révélant la corruption de Philippe, mais aussi la complicité silencieuse d'Élisabeth, le replaçant dans le contexte plus large du système de corruption politique français, tout en humanisant les deux personnages. Il ne s'agissait pas d'un simple exposé, mais d'une exploration de la façon dont des personnes intègres peuvent faire de mauvais choix sous la pression, comment le silence devient complicité, comment la protection de la famille peut devenir un crime. Et cela incluait ses propres aveux. Un paragraphe expliquant qu'elle avait approché Élisabeth sous de faux prétextes, qu'une relation s'était nouée avec elle pendant l'enquête, qu'elle était tombée amoureuse, compromettant ainsi son objectivité, mais qu'elle avait insisté pour tout révéler, même en connaissant les conséquences. C'était l'aveu d'une faute journalistique, mais aussi un témoignage de son intégrité. L'article a été publié 6 mois après leur rencontre. La réaction a été explosive. Gros titres dans toute la France, réouverture d'enquêtes criminelles, appel à la comparution d'Élisabeth, prise de distance avec elle par les artistes, chute vertigineuse de la valeur de ses biens immobiliers. Et l'examen minutieux de sa relation avec Mathis, une journaliste de 22 ans compromet son histoire avec une liaison avec une cible de 67 ans, était un titre typique. Tous deux ont été publiquement détruits, chacun à sa manière. Les enfants d'Élisabeth ont rompu tout contact. Olivier a appelé uniquement pour lui dire qu'il ne lui pardonnerait jamais d'avoir terni la mémoire de son père et déshonoré la famille. Sandrine a envoyé un courriel glacial lui signifiant qu'Élisabeth était morte à ses yeux. La perte de ses enfants a été dévastatrice pour Élisabeth, d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle a réalisé qu'elle avait protégé leur héritage pendant des décennies pour finalement perdre tout contact avec eux. Mathis a également subi des conséquences professionnelles. Le Monde l'a suspendu le temps d'une enquête pour déterminer s'il avait enfreint la déontologie journalistique. Ses collègues l'ont évité et le mentor qui l'avait aidé à intégrer le journal s'est dit profondément déçu. Mathis a alors compris qu'Élisabeth avait raison. La carrière journalistique qu'il avait si durement construite était terminée, quoi qu'il fasse. Mais un événement inattendu s'est également produit. Certains ont perçu l'histoire différemment. L'article de Mathis, tout en révélant des faits de corruption, a aussi humanisé les personnes impliquées d'une manière rarement observée dans le journalisme.
Les commentateurs ont salué le courage d'Elisabeth, qui a avoué spontanément, a pleinement coopéré à l'enquête et a accepté les conséquences de ses actes. Certains ont même vu sa relation avec Matisse non comme un scandale, mais comme un lien authentique qui transcendait des circonstances impossibles. L'enquête du Monde a conclu que Matisse avait enfreint la déontologie. Approche d'une personne ciblée sous de faux prétextes, développement d'une relation personnelle pendant l'enquête et perte d'objectivité. Il a été licencié. Mais le journal a également noté la solidité de l'article, bien documenté, vérifié de manière indépendante et d'intérêt public. Il a donc été licencié, mais l'article a été publié. Elisabeth a dû faire face à des conséquences juridiques. Les enquêteurs ont établi que, bien qu'elle ait eu connaissance de la corruption a posteriori, elle n'y avait pas participé activement et que le délai de prescription était expiré. Elle a néanmoins été contrainte de restituer une somme équivalente à celle détournée par Philippe. Elle a vendu sa galerie, sa villa, tous ses biens. À 68 ans, il s'est retrouvé pour la première fois de sa vie adulte, sans domicile fixe et sans emploi. Matisse proposa « Viens vivre avec moi. J'ai un petit appartement à Paris depuis mes années d'étudiant. Ce n'est pas le grand luxe, mais il est à toi. » Elisabeth hésita. « Tu as sacrifié ta carrière pour moi. Tu as tout perdu. Pourquoi me veux-tu encore, Matisse ? Parce que je t'aime. Non pas malgré les vérités qui pourraient éclater, mais même en dépit d'elles. Tu as choisi la confession plutôt que l'instinct de survie. C'est un courage que la plupart des gens n'ont jamais. » Ils ont vécu ensemble pendant 2 ans dans le minuscule appartement de Matisse, une période d'adaptation brutale pour tous les deux. Elisabeth passant d'une villa spacieuse à un studio de 30 mètres carrés, des dîners dans des restaurants chics à la cuisine, dans une kitchenette exiguë, de la vie élégante des galeries d'art au chômage et à l'ostracisme social. Matisse, quant à lui, enchaînait les petits boulots mal rémunérés, luttant pour redorer son blason, rongé par la culpabilité de l'avoir détruit, alors même qu'elle insistait sur le fait qu'elle avait choisi la notoriété. Mais ils découvrirent aussi une intimité que le luxe n'avait jamais permise. Contraints de cohabiter dans un espace restreint, incapables de s'échapper l'un de l'autre, ils surmontèrent leurs ressentiments et leurs blessures. Elisabeth était en proie à une perte d'identité. Sans galerie, sans carrière, sans enfant, qui était-elle ? Matisse, quant à lui, était en proie à une perte de vocation. Sans journalisme, sans but, avait-il encore une quelconque valeur ? Peu à peu, ils ont bâti une nouvelle vie sur une base d'honnêteté qui avait toujours fait défaut à leur relation précédente. Plus de secrets, plus d'excuses. Elisabeth a trouvé du travail comme bénévole dans un refuge pour sans-abri, mettant à profit ses décennies d'expérience en gestion de galeries d'art pour organiser des programmes artistiques destinés aux populations vulnérables. Matisse, quant à lui, a finalement trouvé un emploi de professeur de journalisme dans une petite université, un choix de carrière qui n'était pas celui dont il avait rêvé, mais qu'il a néanmoins valorisé d'une autre manière. La réconciliation avec les enfants d'Elisabeth intervint partiellement 3 ans après les faits. Sandrine prit l'initiative. Divorcée, elle réévaluait ses propres choix et avait compris qu'elle avait blessé sa mère si brutalement, en partie parce qu'elle y voyait le reflet de ses propres défauts. Leur rencontre autour d'un café fut tendue. Sandrine ne pardonna pas entièrement, mais reconnut l'humanité de sa mère. Olivier ne se réconcilia jamais pleinement, mais envoya une lettre des années plus tard, reconnaissant que sa réaction avait peut-être été excessive. Elisabeth et Matisse se marièrent alors qu'elle avait 70 ans et lui 25. La cérémonie fut intime, sans enfant pour elle, mais en présence de la mère de Matisse, qui accepta sans jugement. Ils vécurent ensemble 12 ans, jusqu'à ce que la santé d'Elisabeth se détériore gravement. Un cancer du sein à 79 ans, un premier traitement efficace, mais une récidive à 80 ans. Matisse, alors âgé de 35 ans, la soigna avec un dévouement qui toucha profondément tous ceux qui l'entouraient. Elisabeth est décédée à 82 ans. Matisse a 37 ans à ses côtés. Ses derniers mots furent « Merci de m'avoir forcé à vivre honnêtement.
10 ans à cacher un secret, c'était comme un emprisonnement. Même si la révélation a tout coûté, ces 12 dernières années vécues dans la sincérité en valaient la peine. Je t'aime. Non pas malgré notre destruction, mais parce que nous l'avons traversée ensemble. Mathis. Et merci de m'avoir appris que la vérité n'est pas toujours simple, que le journalisme doit humaniser et pas seulement exposer, que l'amour peut naître de la trahison et se transformer en quelque chose de réel. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Les obsèques ont réuni une petite assemblée. Sandrine et sa famille, quelques amis fidèles, des bénévoles du refuge où travaillait Elisabeth. Mathis a prononcé un éloge funèbre, à la fois confession et célébration. J'ai rencontré Elisabeth grâce à des mensonges. Je l'ai approchée sous de faux prétextes, avec l'intention de l'utiliser. Et ce faisant, je suis tombé amoureux. Elle était complice d'une corruption que j'ai consacré ma vie à dénoncer. Et dans cette lutte, nous nous sommes détruits mutuellement. Mais de ces cendres, nous avons bâti quelque chose de réel. Une relation fondée sur une honnêteté absolue. Un amour qui a survécu parce qu'il a affronté les vérités les plus dures. Elle m'a appris que nous portons tous des secrets, que nous faisons tous des choix que nous regrettons, que nous méritons tous une chance de vivre pleinement, même après un échec. Et j'espère lui avoir appris que la confession, aussi douloureuse soit-elle, libère d'une manière que le secret ne permet jamais. La vérité cachée derrière leur histoire était un enchevêtrement de vérités. Le secret de Philippe qu'Elisabeth protégeait, l'identité journalistique de Mathis qu'il dissimulait et un amour qu'ils niaient tous deux jusqu'à ce que cela devienne impossible. Lorsque ces vérités éclatèrent enfin, elles détruisirent leur vie. Carrière, réputation, relations familiales, sécurité financière. Mais elles leur permirent aussi de bâtir quelque chose de plus authentique, une relation sans masque, un amour sincère, une vie vécue avec sincérité, même au prix de tout. Ils ont prouvé que l'amour peut naître de la trahison lorsque celle-ci devient un catalyseur d'honnêteté, qu'une différence d'âge de 45 ans n'a plus d'importance lorsque deux personnes choisissent la vérité plutôt que le confort, que la destruction est parfois nécessaire pour bâtir quelque chose d'authentique, et que la vérité la plus profonde est complexe. Elisabeth était à la fois victime et complice, Mathis à la fois manipulateur et amant sincère. Leur amour était à la fois impossible et inévitable. La révélation fut à la fois trahison et libération. Et finalement, ils ont prouvé que l'amour interdit entre une femme de 67 ans et un homme de 22 ans, né d'un mensonge mais devenu vérité, était plus authentique que la plupart des relations convenables, fondées sur des apparences socialement acceptables, mais émotionnellement vides. Car lorsque tous les mensonges furent mis à nu, lorsque toutes les vérités cachées furent exposées, lorsqu'ils perdirent littéralement tout ce qu'ils avaient construit, ils choisirent malgré tout de rester ensemble. Et ce choix, fait en toute lucidité, était l'amour à l'état pur, ni idéalisé, ni facile, mais absolument réel.